pour les femmes, il y a cette question-là, la question de la légitimité. Pourquoi elle ? Et on demande toujours davantage à une femme qu'à un homme. Écoutez, on se plaint toujours en France. D'abord, c'est un sport national. Il faut absolument se plaindre et geindre du matin au soir, tout en considérant quand même que notre pays est le plus merveilleux du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de support par rapport à ce que moi j'ai vécu, notamment quand j'animais le 20h. Vous avez les gens qui s'informent sur les réseaux sociaux. Il y a tout et n'importe quoi. Pourquoi, justement, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore acquis la nationalité française ? Bonjour et bienvenue dans Les Pionniers. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, l'immense plaisir de recevoir une journaliste et écrivaine hors pair dans le paysage audiovisuel français, Christine Ockrent. Bonjour Christine. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Alors, vous êtes la première femme rédactrice en chef et titulaire du journal de 20h sur Antenne 2 à l'époque. Vous marquez les esprits par votre rigueur et votre professionnalisme, ce qui vous octroie le superbe surnom de la Reine Christine. Votre carrière passe par quasiment tous les médias, d'Europe 1 à France Culture, de France 3 à RTL, de TF1 à BFM. Et vous avez conçu et animé des émissions d'information ou de politique iconiques, comme France Europe Express, à la 1 sur la 3, Politique Dimanche, Passion de jeunesse ou bien encore Affaires étrangères, plus récemment. Avant cela, vous avez aussi travaillé pour des médias anglo-saxons tels que NBC News, CBS et ABC News. Vous avez dirigé les rédactions de l'Express et de l'AEF, l'audiovisuel extérieur de la France, aujourd'hui France Média Monde, qui regroupe notamment France 24 et RFI. Et vous êtes bien sûr écrivaine. Vos sujets de prédilection sont les États-Unis, la Chine, les oligarques ou bien encore la place des femmes dans nos sociétés. Aujourd'hui dans Les Pionniers, on va explorer vos pensées, vos apprentissages derrière cette expérience unique. Et pour vous, chers auditeurs, téléspectateurs qui nous suivez ou nous découvrez, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur lespionniers.tv, toutes les émissions précédentes ainsi que celle-ci. Et surtout, abonnez-vous à nos chaînes et à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer. Quel vendeur! Ah, mais c'est obligatoire métier, aujourd'hui, hein, c'est ouais. un métier. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc c'est parti, Christine, on va commencer par votre parcours. Christine, vous êtes née en 1944 à Bruxelles. Vous êtes la fille du diplomate belge Roger Ockrent et de Greta Basteny, femme au foyer. Vous avez une sœur, Isabelle. Que retenez-vous de votre enfance en Belgique ? Le bonheur, le chocolat et important. le filet d'Anvers. Ah, ça fait déjà Vous connaissez beaucoup. le filet d'Anvers ? Non. Voilà. Eh bien, c'est un jambon fumé coupé très fin. D'accord. C'est délicieux. C'est la Madeleine de Proust belge. Un peu. Oui, enfin surtout les crevettes grises. Oui, c'est ça, l'enfance. C'est le bonheur. Mais c'est vrai que quand on est enfant, on se souvient beaucoup de ce qu'on a mangé. Oui, et puis très, quand très nous nous sommes installés à Paris, quelques années plus tard, il n'y avait pas l'autoroute à l'époque. Hein. Et donc, ma mère avait une 403 que l'on bourrait de victuailles, parce que aller à Paris, c'était quand même pas la même chose. Ah oui, donc il fallait s'équiper au cas où il fallait de être bon fourni. à manger voilà. quand on arrive sur place. Absolument. Alors, c'est le métier de votre père et sa nomination à l'OCDE qui vous fait déménager en France, justement, en 1961. Et alors, comment vous vivez ce changement de pays, ce changement de culture ? Autant que je m'en souvienne, à part sur très les bien. événements, bien sûr, mais Très bien, très bien. il a fallu s'adapter au niveau nourriture. Voilà. Mais il y une avait fois cette étape une passée, transition. Non, et puis non, ça s'est très bien passé. Pendant quelque temps, j'allais encore prendre des cours de flamand à l'ambassade, je me souviens, puisque la Belgique est en fait un pays trilingue, parce qu'il y a le français, le flamand et aussi l'allemand, ce qu'on a tendance à oublier. Et donc, le flamand étant obligatoire, et bon, je sais encore compter jusqu'à 10, mais j'avoue que mes leçons de flamand se sont arrêtées très vite. Et vous étiez dans quel quartier à Paris quand vous êtes arrivé ? Dans le 14e. Alors, et pourquoi justement, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore acquis la nationalité française ? Par, comment dire ?
par fidélité, par sentimentalisme, par esprit de contradiction. Ah aussi, très bien. Alors vous poursuivez votre parcours scolaire en France. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1965, section relations internationales, et vous étudiez ensuite à l'université de Cambridge à Londres. Non, oui, non, ça c'était avant en fait. J'ai passé une année à Cambridge avant d'entrer à Sciences Po. Ah d'accord. J'ai pas fait grand-chose. Hein. Ah bon? Mais c'était merveilleux. Alors, vous y avez appris quelque chose quand même, sans faire surtout les garçons, les balles de fin d'année. Ces universités britanniques sont des endroits merveilleux. Il y a d'ailleurs énormément de jeunes Français qui continuent d'y aller. Est-ce que vous avez pensé à embrasser une carrière diplomatique comme votre père? Non. Non, jamais. Non, d'autant qu'étant quand même, plongé dans le bain français, tout en n'étant pas de nationalité française, ça n'avait pas grand sens d'essayer de faire l'ENA et de sortir pour intégrer cette filière-là. Donc non, ce n'était pas du tout mon idée. Alors, il paraît qu'à la maison, vous parliez politique, beaucoup. Bah oui, évidemment. Oui, évidemment. Plus politique que mariage ou enfant, d'après les dires de votre sœur. Oui, heureusement d'ailleurs, parce que nous étions 2 filles avec des parents merveilleux qui nous ont en gros élevés avec l'idée qu'on pouvait tout faire et qu'il n'y avait donc pas de barrière, ni en termes d'ambition ou de direction, plus exactement. Et ça, je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Que ce soit une fille ou un garçon d'ailleurs. Comment on fait justement pour transmettre cette notion, cette envie et dire aux enfants qu'ils peuvent tout faire? Vous avez des enfants? Oui. Eh ben, dites-le leur. Ah oui, mais leur dire parfois, ça suffit pas. Ça peut pas forcément suffire. Non, mais vous êtes un exemple pour eux aussi. Sûrement. Très bien. Moi, avec tout ce que vous fais faites. Pas tout. Non, je fais pas tout. Bah si, vous faites Blablacar, ça on sait, mais vous jouez au moins de 2 instruments de musique, fort bien. Vous intéressez à l'intelligence artificielle. Enfin, oui, c'est vrai. Bref, donc vous êtes un garçon assez complet. Très bien. Mais alors, bon, après, il y a plein de chemins possibles, justement. Hein. Je pense que la vie est très large, il y a des centaines de possibilités. Alors, tout faire, c'est une bonne chose. Alors, justement, vous vous lancez finalement dans une carrière de journaliste. À quel moment vous avez su que c'était le journalisme qui allait prendre le dessus? Mais je ne l'ai jamais formulé comme ça parce que je devais poursuivre des études de sciences politiques, parce que j'avais une bourse pour aller à Harvard. Et puis, j'ai fait un stage pour me remettre à l'anglais, parce qu'il y avait, comme toujours, 4-5 mois de gap, comme on dit en franglais. Bref, avant d'entamer l'année universitaire, et donc j'ai été prise à NBC News, qui à l'époque avait à Paris un bureau de production de documentaires. Et au bout de quelques semaines, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus rigolo et passionnant que la science politique abstraite. Oui, parce que là, c'est très, très concret. Alors, NBC News, vous l'avez dit. Ensuite, vous collaborez avec le célèbre magazine CBS, 60 Minutes, entre 68 et 76, comme réalisatrice et journaliste au bureau londonien de l'émission. Et vous êtes correspondante pour la même chaîne de 76 à 77. Qu'est-ce que vous avez pris de cette école anglo-saxonne? Tout. Tout. Ah oui, tout. Enfin, j'ai appris mon métier à 60 Minutes, qui reste aujourd'hui encore le magazine de reportage le plus célèbre et le plus légitime de la télévision américaine, et ce à une époque où il n'y avait que 3 chaînes et où les moyens, autant technologiques que financiers aux États-Unis, étaient d'autant plus différents du système français que le système français à l'époque était complètement sous l'emprise du pouvoir politique en ce qui concerne l'information. Et voilà, donc ça a été une école absolument formidable. De retour en France en 1980, vous intégrez la rédaction d'Europe 1, où on vous confie la charge du journal de 8 heures. Et puis en octobre 81, vous êtes embauché par le nouveau président d'Antenne 2, Pierre Desgroupes, qui vous désigne pour présenter le journal télévisé de 20 heures en alternance avec Patrick Poivre d'Arvor. Vous êtes alors la première femme titulaire d'un journal télévisé de 20 heures en France. Non, parce qu'il y a eu Hélène Vida qui a
animé ce journal pendant quelques temps, mais je crois qu'elle y avait renoncé pour des raisons personnelles. En revanche, Desgroupes m'a confié la rédaction en chef du 20h, ce qui évidemment n'a pas été sans quelques frictions avec les camarades de jeu. De ce genre de friction que vous avez pu rencontrer à ce moment-là. Alors, quel sentiment vous anime lors de cette prise de fonction ? À la fois la surprise et l'inconscience, parce que moi, venant d'une formation très américaine, le 20h, c'était pas comment dire, l'ambition ultime. Non, puis ils n'ont pas forcément exactement ce même format, justement. Ah non, pas du tout. Donc, moi, j'espérais que Desgroupes me disent de m'occuper précisément d'un magazine de reportage, etc. Donc, quand bien à sa façon, avec sa cigarette qui pendouillait, il me dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire dans le 20h voilà. Et donc, j'étais surprise. Je me suis lancée là-dedans. Je ne peux pas dire que j'étais très encouragée par ni le patron de la rédaction à l'époque, qui allait dans les couloirs en tapant des grands coups dans les cloisons. Et je l'ai entendu, donc ça, c'était embarrassant, disant, vous inquiétez pas, c'est un caprice du vieux. Le vieux, c'était le surnom de Desgroupes. Elle va durer 8 jours. Il s'est d'ailleurs tellement bien organisé que pour mon premier 20h, je ne savais pas où était le studio et je n'avais pas eu droit aux répétitions. Ah. Donc c'était assez sportif. Donc c'était en direct, la première fois, dans un lieu que vous ne connaissiez pas. Oui, j'ai demandé à quelqu'un dans le couloir. On était encore à Cognac-G, donc qui était l'immeuble historique de l'ORTF à l'époque. Bref, mais enfin voilà, ça a duré un peu plus longtemps qu'une semaine. Alors, votre carrière avance, vous enchaînez les émissions, les postes à responsabilité dans des grandes rédactions, RTL en tant que rédactrice en chef, TF1 en tant que rédactrice adjointe, vous dirigez la rédaction de l'Express, vous devenez directrice générale de France 24, entre autres. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces différentes expériences ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé ? Ah ben ça, j'espère. Bien sûr, il faut toujours trouver du nouveau. Mais vous qui faites de la musique, vous savez très bien. Et en plus, vous jouez de plusieurs instruments différents. Et donc, quand on a la chance de faire de la télé, de la radio ou d'écrire et de faire de la presse écrite, on fait une sorte de musique, en quelque sorte, tout en changeant d'instrument. Mais ce qui anime, c'est le goût de la musique. On a une question pour vous de la part d'Alain Duhamel, un confrère à la carrière également impressionnante. Et un ami. On écoute. Enfin. Christine, à quelle occasion précise as-tu eu l'impression que tu étais en train de réussir ta meilleure émission, voire l'émission de ta vie ? Une telle question venant d'Alain est évidemment à la fois philosophique, parce qu'il ne faut jamais se dire que c'est la meilleure. Il faut se dire que la meilleure, ce sera la prochaine. Mais de temps en temps, oui, on peut avoir ce sentiment de C'est assez troublant d'ailleurs, parce que quand on fait une émission en direct, et dans les conditions du direct, on sent ça quand la mayonnaise prend, en fait, quand l'alchimie peut prendre avec l'interlocuteur ou les interlocuteurs, ou quand on est en reportage, quand on est au bon endroit avec... voilà. Quand toutes les étoiles sont alignées et que l'interview se passe bien. Et ça se sent. Et donc, pour répondre à Alain, j'ai envie de dire la prochaine fois. C'est la prochaine, donc qui sera la meilleure. Et en parallèle de cela, alors c'est évidemment sur le côté que vous avez fait cela, mais il y a 2 ans, Wajdi Mouawad vous propose de jouer votre propre rôle dans la pièce Mère. C'est donc une pièce, donc c'est du théâtre. Le théâtre, oui. Comment est née cette aventure théâtrale ? Et pourquoi avoir accepté ? Justement, parce que c'était nouveau, c'était merveilleux et que j'ai la plus grande admiration et maintenant la plus grande amitié pour Wajdi, qui dirige le Théâtre de la Colline et qui est un dramaturge tout à fait remarquable et d'origine libanaise. Et j'ai passé pas mal de temps au Liban au fil des années. Et donc voilà, on s'est croisés un jour dans un couloir à France Culture. Il s'est arrêté net et il me dit « Vous ne pouvez pas savoir le rôle que vous avez joué dans ma vie ». Donc ça, c'était avant le Covid. Et ah bon Et donc il m'explique ce qui est tout l'argumentaire de cette pièce qu'on a jouée pendant 2 ans
à la colline et en tournée. C'est une aventure merveilleuse pour moi. Et ça a très bien marché d'ailleurs. Il me dit oui, parce qu'avec ma mère, on est à Paris en exil, le père est resté à Beyrouth, il n'y a évidemment ni téléphone portable, ni moyen de savoir ce qui s'y passe. Et donc, la seule source d'information à l'époque, c'était le 20h. Donc c'est vous. Voilà. D'où l'idée de cette pièce. Et donc dans la pièce, vous jouez votre propre rôle, mais cette fois, vous êtes sur scène, en train de présenter le 20h, et pas en studio. Oui, et puis le rôle évolue évidemment, parce que évidemment, je me fais houspiller par la mère qui trouve là, que... ça marche dans les deux sens. Contrairement à la télé où vous envoyez le message, mais vous n'entendez pas le retour. Tandis que là, vous avez le retour. Voilà, et on me dit, mais comment? Pourquoi elle parle d'autre chose? Pourquoi elle parle de la Pologne? Oui. Voilà, bref. Et avec 2 actrices libanaises absolument merveilleuses, Wajdi lui-même... enfin, c'est une merveilleuse expérience et une équipe épatante. Merci Christine Ockrent, c'est l'heure pour nous de nous plonger dans le monde de vos passions. Une de vos passions est évidemment celle des affaires étrangères. C'est même le fil rouge de votre carrière. Est-ce que vous vous rappelez de votre première chronique à la télévision française sur ce sujet? Une chronique, un commentaire, enfin un reportage? Oui, enfin la première fois que vous avez abordé ce sujet-là sur une télévision française. Je crois que c'était France 3, une chronique de politique internationale. Ah oui, je me souviens de Cavada qui dirigeait l'info et il va à l'antenne et il dit à partir de maintenant, voilà la chronique de politique étrangère sera assurée par Christine Ockrent, mais c'est une femme. Ce qui était une entrée en matière assez intéressante. Oui. Ah, vous avez l'habitude de rebondir. Oui, entre ne pas trouver le studio pour faire votre premier 20h et puis être présenté de cette manière-là. Enfin, en tout cas, écoutez, franchement, non. Je me souviens du premier reportage que j'ai fait pour le magazine Vendredi à l'époque sur France 3, qui était sur New York. Mais non, la première chronique, non, vous l'avez retrouvée, évidemment. Non, je ne l'ai pas retrouvée. Mais enfin, je l'ai retrouvée, mais on ne va pas la diffuser. Ah bon, non, ben ça vaut mieux. Donc, vous partagez d'ailleurs aussi par la suite cette passion des affaires étrangères avec votre compagnon de vie Bernard Kouchner, qui a notamment occupé la fonction de ministre des Affaires étrangères. Est-ce que c'est un sujet dont on arrive à parler facilement en couple, la politique étrangère ou... Non, mais enfin surtout, c'est Bernard qui a créé Médecins sans frontières et Médecins du monde. Donc, quand nous nous sommes rencontrés, c'était ça. Il était un médecin humanitaire. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'aller en mer de Chine à l'époque des Boat People, puisque c'était l'exode de tous ces malheureux Vietnamiens qui fuyaient le régime communiste. Donc, forcément, je veux dire, si on rencontre quelqu'un avec qui on décide à ce moment-là de faire sa vie, c'est parce qu'on a des intérêts en commun. Sinon, il vaut mieux, ne pas essayer. C'est pas la peine. Et ça fait progresser les convictions, les positions Non, évidemment. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes. Heureusement, sinon on s'ennuie. Après avoir étudié tant de régimes et de systèmes à travers le monde, est-ce que vous pensez que la France se situe bien sur l'échelle des libertés individuelles et des systèmes sociaux, et où est-ce que vous la placeriez peut-être en pourcentage? En pourcentage. C'est-à-dire ça, c'est le mathématicien qui ressort. Ouais, j'aime bien les maths. Ouais. Oui, pas moi. Alors là, franchement, c'est pas mon truc. Écoutez, on se plaint toujours en France. D'abord, c'est un sport national. Donc, il faut absolument se plaindre et geindre du matin au soir, tout en considérant quand même que notre pays est le plus merveilleux du monde. Mais on va jamais le dire à haute voix. C'est ça le paradoxe. Oui, on ne va jamais le dire. On a tous quand on voyage un peu, ce que j'ai la chance de continuer à faire, évidemment, rien n'est parfait. Et évidemment, il y a toutes sortes de contradictions entre le niveau de pauvreté qui reste quand même intolérable pour un pays riche comme le nôtre. Mais franchement, on a encore un système social qui tient la route. On a encore un système de liberté publique qui tient la route. On a évidemment, comme dans tous nos pays européens, une évolution politique préoccupante. Il y a une espèce d'usure des institutions démocratiques, ça c'est sûr. Mais franchement, aller un peu loin ailleurs,
et dites-moi où vous aimeriez vivre. Ah non, je suis parfaitement d'autre avis. C'est-à-dire que moi, plus je voyage, plus j'aime la France. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça que je le résume. C'est-à-dire que plus je voyage, plus je suis content de revenir dans ce fabuleux pays. Mais donc c'est vrai que pour progresser, on a tendance à se plaindre. C'est une manière seulement. Enfin, parfois, pour progresser ou pour régresser. Hein, on peut quand même dire les choses dans les deux sens. Alors on va dire pour avancer, pas toujours, voilà, pas toujours en tout dans la cas bonne pour direction. parler, parce que s'il y a quand même un sport national, c'est le verbe. Votre territoire de prédilection, ce sont les États-Unis. Après la France, vous leur dédiez plusieurs ouvrages, Bush-Kerry, Les deux Amériques, Les présidents des États-Unis, Clinton-Trump, L'Amérique en colère, La double vie d'Hillary Clinton, entre autres. Elle vous fascine ou elle vous fatigue, l'Amérique, sur ces dernières décennies, on va dire, avant Trump? Et avant Trump, d'abord, encore une fois, c'est le pays où j'ai appris mon métier, donc j'ai cette gratitude-là et cette sédimentation en quelque sorte. Néanmoins, c'est un pays que je ne reconnais plus, ou moins. J'avais la chance d'être à New York pour la dernière élection présidentielle grâce à BFM, qui m'avait demandé de participer à la couverture de l'élection. Bon, il est évident que les États-Unis de Trump, c'est pas les États-Unis que j'ai pu connaître par définition il y a 30 ans. Donc, l'évolution de la société américaine, les excès dans tous les sens, soit en termes de sexisme, la vulgarité. De toute façon, les relations entre les femmes et les hommes aux États-Unis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je suis rentrée en Europe. C'est que c'est quand même une culture, de ce point de vue-là, qui reste, à mon avis, très difficile. Il y a trop de psy et enfin, il n'y a pas la même fluidité que chez nous. Enfin, il me semble que c'est assez pisé ou c'est trop peut-être intellectualisé ou mécanisé. Mécanisé. Et encore, c'était avant les sites de rencontres. Hein. C'était une époque quand même très, très différente. Mais donc, pour aller vite, oui, disons que l'Amérique de Trump, c'est pas mon Amérique. Mais il faut tenter de comprendre pourquoi, encore une fois, une majorité d'Américains ont choisi ce président-là. Alors vous avez également co-animé avec la célèbre correspondante française aux États-Unis, Laurence Haïm, une série de podcasts qui s'appelle Comprendre les États-Unis. Ah oui, oui, j'ai fait ça, oui. Donc ça nous aide justement à comprendre les États-Unis dans toutes leurs dimensions. J'espère qu'on va y arriver. Et on a encore quelques années qui nous attendent, qui vont être passionnantes à ce sujet-là. Absolument. Et il est temps pour nous de marquer une courte pause. De retour dans le tête-à-tête des pionniers avec aujourd'hui l'écrivaine et journaliste Christine Ockrent. On va parler d'un de vos engagements, la place des femmes dans notre société. Votre place à vous, pour commencer, vous êtes un symbole de l'émancipation féminine et vous avez su faire votre place dans un milieu très masculin à l'époque. Dans les années 70, il y avait très peu de journalistes femmes et encore moins à la télé du 20h. On en a un petit peu parlé. Comment vous avez été accueillis à l'époque dans ce milieu, par vos collègues journalistes, par tout l'environnement? Comment dire, inégalement. Enfin, comme toujours. Ce sont des réactions personnelles. Comme toujours, il y a des gens qui considèrent qu'on prend leur place. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont sympathiques, ouverts. Enfin, je me suis fait de merveilleux amis, à commencer par, aux 20h en particulier. Je me souviens de Claude Carré, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler longtemps. Ça a été la même chose dans chacun des rôles que j'ai eu la chance d'assumer, de jouer presque. Parce que ce qui est bien dans ce métier, c'est que c'est très collectif. En télé, et surtout en reportage, et surtout à l'époque. Moi, quand j'ai commencé, on tournait encore en film. C'était pas ni les satellites, ni les téléphones portables avec lesquels on arrive à faire 2 minutes 30 de reportage et on balance son truc. Et c'est le rythme aujourd'hui, et notamment pour la jeune génération de journalistes que je plains, parce que c'est encore beaucoup plus difficile de faire les choses en 2 minutes 30 de façon
utile et intelligente que de le faire en 12 minutes. Donc oui, je veux dire, comme dans tout métier, voilà, il y a des moments de bonheur et surtout quand ça marche, quand les émissions marchent, quand les audiences sont bonnes, c'est toujours, il y a une merveilleuse expression en anglais, "Nothing succeeds like success". Oui. Non, voilà, C'est presque rien une ne marche lapalissade, aussi mais- bien que le succès. Bon. Ouais. Et puis, il y a des moments plus difficiles où il y a, comme toujours, dans tous les métiers, et pas seulement dans le mien. La recette, c'est le travail quand même, hein. C'est-à-dire Ah ben, que dans tous les toujours. cas, évidemment, mais ça fait du bien de le rappeler. La légitimité, c'est quand même le travail, enfin, me semble-t-il. Donc beaucoup, beaucoup de travail. Vous êtes un rôle modèle pour beaucoup de femmes. Est-ce que vous aviez, vous, des rôles modèles féminins? Est-ce que vous avez croisé des personnes qui vous ont inspiré? Ah ben, j'ai croisé, évidemment. oui, bien sûr, j'ai eu la chance de croiser Françoise Giroud, même si je n'ai jamais travaillé avec elle. J'ai eu la chance de croiser Simone Veil, avec qui je déjeunais assez souvent, et c'était très drôle parce qu'il y a le personnage hiératique, etc. Et puis à côté de ça, elle adorait les potins, elle adorait, enfin, elle avait beaucoup d'humour, donc c'était... oui, enfin, j'ai eu cette chance. Je me souviens d'Helena Bonner, qui était la femme de Sakharov, l'une des grandes dissidentes à l'époque de l'Union soviétique. Et puis, vous savez, quand on est en reportage en particulier, l'enrichissement, c'est souvent des anonymes, enfin des gens que l'on croise et qui vous livrent une part d'eux-mêmes. Et c'est ça. La rencontre peut être celle-là. Oui, c'est ces discussions-là, pas forcément d'ailleurs planifiées, qui Exactement. sont véritablement la surprise. Alors, vous aviez croisé aussi Oriana Fallaci, je crois, qui avait qui a eu, alors dans ma vie professionnelle et amicale, oui, une très grande importance, qui était une immense journaliste à l'époque où la presse écrite, elle était moins connue en France qu'elle ne l'était en Italie par définition et aux États-Unis, puisqu'elle travaillait pour Life, qui était à ce moment-là l'un des grands magazines américains, et qui était un personnage tout à fait singulier. Et alors elle m'appelait parce qu'à l'époque, Antenne 2, enfin France 2, était captée à Florence, en Italie, où elle vivait. Et donc, à 20h31, j'avais droit... Ah, et elle avait fait de la colère. Elle me disait toujours, il faut que tu sois en colère. Il n'y a que la colère qui fonctionne dans ce métier. Il faut que tu sois en colère. Donc, elle m'appelait la plupart du temps en colère. Pour me dire, ben non, là, non, c'était pas bien. Il faut là. Non, moi, c'est une femme tout à fait remarquable et qui, vers la fin de sa vie, a été très critiquée pour avoir écrit un dernier livre en particulier, accusé donc d'une forme de racisme vis-à-vis des immigrés qui, selon elle, commençaient à polluer l'Italie. Mais bon, c'est un personnage, oui, qui a beaucoup compté pour moi. En 2008, vous avez écrit Ces femmes qui nous gouvernent, Angela Merkel, Indira Gandhi, Margaret Thatcher. Vous retracez le parcours de ces femmes qui sont parvenues au sommet de l'État. Vous posez alors la question, une femme au pouvoir, est-ce que ce serait mieux? Alors, quelles sont les questions qui reviennent régulièrement par rapport au pouvoir des femmes? Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris les femmes, il y a cette question de légitimité. Ça a beaucoup changé. Je remarque néanmoins que ce soit aux États-Unis ou en France, puisque c'est quand même ce qui nous concerne au premier chef, c'est ce qui se passe en Europe. Vous avez eu Merkel, que j'ai eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois, qui a été chancelière pendant plusieurs années. Vous avez eu Thatcher en Grande-Bretagne. Je me souviens d'elle... après avoir fait son interview à Downing Street, donc dans la petite maison où habite et travaille le Premier ministre britannique. Donc après l'interview, elle avait hâte de prendre son porto parce que voilà, ça faisait partie de son rituel. Et alors, elle éteignait la lumière dans toutes les pièces. Il y avait un côté, je sais d'où je viens,
Donc, fille d'un épicier de Lancashire. Enfin, c'était très saisissant, alors que c'était ce personnage assez redoutable à l'époque. Mais pour répondre plus directement à votre question, oui, je crois que pour les femmes, et c'est encore vrai aujourd'hui, même si les progrès sont immenses, il y a cette question-là, la question de la légitimité. Pourquoi elle ? Pourquoi elle ? Et on demande toujours davantage à une femme qu'à un homme, dans n'importe quel métier, et aujourd'hui encore. Alors, il y a celles qui réussissent, il y a toutes les autres. Vous vous intéressez aussi plus largement à la condition des femmes dans le monde, celles qui souffrent, qui subissent la précarité, la violence, notamment dans ce livre, le livre noir de la condition des femmes, une vraie photographie de la condition féminine. Qu'est-ce qui vous a amené à enquêter sur ce sujet ? Mais l'idée qui m'est venue avec Sandrine Trainer, nous avons collaboré sur ce livre en interrogeant beaucoup de spécialistes, tantôt sur le plan juridique ou sur le plan de la santé publique. Enfin, il y a toutes sortes d'angles qui sont importants. Le livre a quelques années maintenant. D'ailleurs, je trouve que ce serait une bonne idée de le mettre à jour. C'était précisément d'essayer d'établir une cartographie en fonction des régions géographiques, des cultures, par rapport à un certain nombre d'enjeux prioritaires pour les femmes. Et donc, voilà, je crois que c'était un travail à l'époque certainement intéressant pour nous deux et j'espère utile. Très utile. Nous avons l'honneur d'être avec Christine Ockrent aujourd'hui après avoir découvert ses passions. Nous allons maintenant prendre un petit peu de recul avec l'instant philo. Oh là là. Oh là là. Oh là là, un peu de philo, donc on va parler du rôle des médias. Aujourd'hui, dans l'instant philo, on s'est dit quoi de mieux, évidemment, pour parler du rôle des médias qu'une journaliste qui a régné sur la presse française des 40 dernières années et qui a évolué avec et en même temps qu'elle. Alors, comment diriez-vous que la télévision française a évolué ces dernières années ? Quand vous regardez un JT, par exemple. D'abord, les JT n'ont... Comment dire cela ? Les JT n'ont plus tout à fait le même rôle unificateur qu'ils pouvaient jouer il y a 40 ans. À l'époque, il y avait il y avait 3 chaînes, et la télévision en France sortait d'une époque assez glaciaire, où, pour des raisons politiques, il y avait cette emprise du pouvoir que des groupes, en particulier, à partir des années 80, a réussi à alléger. Donc, la télévision continue de jouer un rôle majeur parce que c'est ce qui réunit les gens dans leurs préoccupations, dans cette... J'aime pas cette expression du vivre ensemble, mais c'est néanmoins le cas. Mais la télévision est dépassée d'une certaine manière. Elle évolue. La technologie a tellement changé. Donc les gens maintenant s'informent de multiples façons. Il est intéressant de voir que la radio, grâce au podcast, et moi je le vois dans le cadre de France Culture par exemple, et de ma propre émission, le podcast démultiplie l'impact de la radio. Les chaînes d'information continue, comme celle-ci, évidemment aussi, ont bouleversé le paysage. Et donc il y a plutôt une fragmentation par rapport à ce que moi j'ai vécu, notamment quand j'animais le 20h. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de supports, et vous avez les gens qui s'informent sur les réseaux sociaux, et le vrai danger, il est là. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi, et surtout maintenant avec Elon Musk et ce qui s'appelait Twitter, et aussi TikTok. On a 70% des 15-34 ans qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer. Oui, mais quand on dit s'informer, c'est plus ça. Oui, c'est justement là le piège. C'est pour ressentir de l'émotion. Le moteur aujourd'hui, c'est l'émotion. Ce n'est plus l'information, c'est l'émotion. Et le danger, à mon sens, il est là. Oui, surtout que l'émotion, évidemment, c'est ce qui crée de l'engagement, mais c'est immédiat et c'est pas forcément justement rationnel. Qu'est-ce qu'il faudrait pour s'assurer de la fiabilité de l'information qu'on consomme ? Il faut la vérification, il faut ce qu'on appelle en franglais le fact-checking, il faut la modération. Il est absolument consternant de voir que Zuckerberg, c'est-à-dire Facebook, et tous les supports de Meta, par servilité politique, a annoncé
renoncer à la modération sous prétexte que c'était une entrave à la liberté d'expression. Heureusement, en Europe, et grâce à l'Europe, il y a une armature de règlements qui protège les données personnelles et qui, en principe, si on arrive à résister à la lame de fond trumpiste et muskienne, je ne sais pas très bien quel adjectif on peut inventer avec le nom d'Elon Musk, mais il faut tenir le coup. Parce que c'est absolument tout et n'importe quoi, et c'est surtout la porosité, c'est-à-dire la façon pour la Russie en particulier, la Chine, mais aussi l'Azerbaïdjan et toutes sortes d'autres régimes plus ou moins sympathiques qui ne nous veulent aucun bien et qui utilisent ces nouveaux moyens pour déstabiliser nos sociétés. Et donc cela, véritablement, et surtout pour la jeune génération, comme vous le dites, c'est un problème. Alors, il y a à la fois effectivement cette modération, il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive et qui est capable de générer, alors on parlait de l'image, des vidéos, et on voit que les supports se multiplient, ce qui justement fait que la télévision n'est plus qu'un canal parmi d'autres. Mais alors, on a un changement radical là, qui est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut générer des images et des vidéos qui sont fausses, mais qui ont l'air parfaitement vraies. Par exemple, on peut prendre Frédéric Mazzella et vous faire dire absolument n'importe quoi. On peut prendre Christine O'Krent aussi. Et on peut, effectivement, c'est ça le danger. Alors, comment on va faire pour se prémunir de ça? Parce qu'il y a d'un côté, effectivement, les données personnelles, la modération des réseaux sociaux, mais il y a aussi après la fabrication de faux éléments. Est-ce qu'on a des armes aujourd'hui sur ce sujet-là, ou est-ce que c'est malheureusement trop tôt? Il va falloir légiférer. Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? J'ai plutôt envie de vous poser la question à vous, parce que l'homme de la tech, c'est vous. Oui, c'est alors. pas moi. Donc, Frédéric, comment peut-on faire pour empêcher l'intelligence artificielle, précisément, de déformer et d'utiliser le visage, la voix? Ça se fait déjà de façon absolument effrayante et tout à fait spectaculaire. Donc, comment peut-on faire, des solutions de détection? Il faut mettre, alors j'ai l'impression que l'interview s'est retournée, oui, mais il faut mettre des solutions de détection, et puis il faut évidemment encadrer cela. Après, tout le dilemme est de réussir à encadrer cela sans empêcher l'innovation, parce qu'effectivement on a besoin de l'innovation, mais comme toujours, quand on crée des nouveaux outils, il y a les deux côtés de la lame, donc c'est à double tranchant. Il y a un côté extrêmement bénéfique, puis il y a un côté dangereux, et donc il faut s'arranger pour réguler le côté dangereux sans empêcher le côté bénéfique. Mais justement, on sent bien que par rapport à la réglementation mise en place à Bruxelles, il y a parmi les entrepreneurs de la tech, et vous en faites partie, un mouvement qui consiste à dire il y en a trop, donc il faut alléger tout ça, sinon nous partons à cloche-pied, à supposer qu'on ait encore un pied devant l'autre. On a bien philosophé, on passe maintenant à votre actu. Votre actualité, c'est tout d'abord votre rendez-vous hebdomadaire Affaires étrangères, chaque samedi à 11h sur France Culture. Une émission que vous animez et produisez depuis plus de 10 ans maintenant. 2025 s'annonce passionnante en termes de politique étrangère, pour le moins. Et vous invitez chaque semaine des experts pour décrypter et comprendre ce monde qui évolue très très vite. Si on reprend votre carrière, c'est l'émission sur laquelle vous avez travaillé le plus longtemps. Et je vous pose donc cette question. De toutes les émissions que vous avez produites et animées, est-ce celle que vous préférez? Et pourquoi? Vous allez me dire que c'est la prochaine que vous préférez, mais on va quand même parler de celle-ci. Oui, mais si vous me coupez l'herbe sous le pied. Donc, non, j'apprécie beaucoup ce moment, parce que c'est la chance de France Culture, c'est d'avoir le temps. Enfin, c'est jamais que 58 minutes et 30 secondes, mais c'est déjà beaucoup. Pas mal. D'approfondir un sujet avec des gens qui connaissent, des gens qui savent ce dont ils parlent. C'est-à-dire, des experts qui travaillent et qui travaillent précisément sur ce sujet. Et donc, ça, c'est un luxe merveilleux, et parce qu'on continue d'apprendre des choses, et puis il faut tenter de suivre d'abord le flux d'une actualité qui évidemment est multiforme et qui s'accélère. Donc oui, mais en image, en télévision, oui. Enfin, j'ai fait des émissions que j'ai adorées, que
que ce soit Carnet de route, qui était une émission de reportage, ou Qu'avez-vous fait de vos 20 ans, qui était une émission plutôt de mémoire et d'archives, avec toutes sortes de personnages. Et c'est une émission, et je le regrette, qui n'est plus jamais diffusée parce que, bien que l'INA, je crois, en conserve quelques numéros, parce que c'est une émission d'archives. Et le problème des archives, c'est qu'on paye des droits. Et que ces droits sont chers. Et que ces droits arrivent à extinction au bout d'un certain temps. Mais j'ai adoré faire cette émission. Votre autre actualité, c'est la réédition en version poche de votre livre L'Empereur et les milliardaires rouges, où vous vous plongez dans la structuration de la deuxième économie mondiale, la Chine, et vous étudiez les relations entre son président, Xi Jinping, et ceux que vous appelez les milliardaires rouges, les patrons d'Alibaba, de Tencent, de Huawei ou de TikTok, quand 1% des Chinois contrôlent un tiers de la richesse nationale. Quelques mots sur ce livre. Alors, non seulement il va être édité, mais je crois qu'il va aussi avoir une traduction anglaise. Oui, enfin, il est question, oui, que le livre soit publié aux États-Unis, mais la scène capitaliste, entre guillemets, chinoise évolue et le régime se durcit. Et il est tout à fait fascinant de voir à quel point l'idéologie est en train de l'emporter sur cette forme de pragmatisme qui a permis à cet immense pays qui était misérable, on l'a oublié, mais qui était misérable il y a 60 ans encore, de devenir la deuxième économie du monde et véritablement avec maintenant à Washington une administration obsédée par la Chine, plus encore que par la précédente, même s'il y a eu cette continuité et ce consensus entre les deux grands partis politiques américains. Donc oui, ce qui est fascinant, c'est que vous avez aussi, par rapport aux personnages dont je décris le parcours dans ce livre, vous avez de nouveaux personnages qui sont apparus, que ce soit le créateur de Shein, donc la mode, la fast fashion, oui, comme on dit en franglais, ou... et ça, j'en parle un peu, tous ceux qui ont lancé BYD, enfin la voiture électrique chinoise, qui est en train, il faut bien le dire, de submerger notre continent. Donc, c'est passionnant. Voilà, il faut que je m'attelle à la nouvelle version. L'Empereur et les milliardaires rouges. C'est le moment pour nous de passer à la séquence Quizella, séquence de questions rapides de cette émission. Voici les règles du Quizella. Je vous pose plein de questions et vous devez y répondre en quelques secondes, en quelques mots ou phrases courtes. Ça va vite? Vous êtes prête? Bah, j'ai pas le choix. Toujours prête. On est parti. Le plus grand président de tous les temps pour vous? Le plus grand président de tous les temps? Mandela. Bientôt une femme présidente en France? On verra. Les USA en 3 mots? USA. Ah, d'accord, bon, tout est dit. Oui. Radio ou télévision? Les deux. Les deux. Votre réflexe matinal? Le thé fort. Votre passion magique à vous, qui vous donne la pêche, l'énergie? La mer. La mer. Votre kryptonite à vous? Kryptonite, pardon, à vous, qui vous affaiblit, comme Superman, vous savez, la kryptonite. C'est quoi ça, le kryptonite? C'est la pierre qui vient de la planète oh là là. de Superman et qui l'affaiblit. Pour affaiblir Superman, il fallait quelque chose. Ah bon? Donc une pierre, il faut que ce soit une pierre. Ça peut être... Alors après, ça devient la version philosophique de la pierre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous affaiblit de manière générale? Ça peut être des comportements, ça peut être un objet, ça peut être une situation. La connerie. Ah bah voilà. Je pense que vous n'êtes pas la seule. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez l'humain? La générosité. Qu'est-ce qui vous gonfle le plus chez l'humain? Le narcissisme. Quel est votre plus grand rêve aujourd'hui? Durer. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour vous? Le risque. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la prochaine personne qui sera invitée dans les pionniers? Ben, comme je sais qui c'est. Ah mais sans tricher. C'est un ami. Bon courage. Bon courage. Très ça, bien. ça peut marcher pour tout le monde. Hein. Voilà. Ou amusez-vous bien aussi, peut-être. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, que souhaiteriez-vous leur dire? Bon courage.
aussi. Eh bien, on va avoir beaucoup de courage pour cette année 2025. Merci de vous être prêté au jeu. On va se quitter sur cette formidable musique que vous avez choisie. Tchaïkovski, Souvenir de Florence, opus 70. Pourquoi avez-vous choisi cette belle musique ? Parce qu'elle est formidablement énergique. Et je la trouve magnifique. Vous qui êtes musicien, j'espère que vous l'appréciez aussi. Parfaitement. Parce que ce démarrage est formidable. Et oui, c'est la puissance de la musique. Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Christine Ockrent, de nous avoir fait entrer dans votre monde. Et quant à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, retrouvez toutes les émissions Les Pionniers sur lespionniers.tv. Et pour nos prochains rendez-vous exceptionnels, eh bien, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à nos chaînes. Suivez-nous et abonnez-vous maintenant, comme ça, ce sera fait et vous ne manquerez aucun rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Christine Ockrent. Merci à vous. Et à bientôt. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.